j'ai grandi dans un univers que tu connais bien, à savoir les médias et tout, où finalement on est, toi et moi, très peu présents, en définitive. Il y a très peu de handicap, etc. Quand tu es jeune, que tu regardes la télé, c'est là où tu te construis un peu. Alors aujourd'hui, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux et tout. Mais avant, on se construisait avec ça et on ne se reconnaissait pas là-dedans. Donc on n'existait pas dans la société dans laquelle on vivait. Ah, donc oui, on sera terrien quand les ovnis Voilà, attaqueront, quoi. on sera des schtroumpfs tous, voilà. Quand Gargamel nous attaquera, on sera tous égaux. Il faut que ce soit choquant pour personne de voir quelqu'un présenter la météo sans bras, comme en Angleterre, quelqu'un présenter les journaux télévisés ou n'importe quelle émission, ou un grand comédien sur fauteuil roulant, etc. etc. Je sais que la question à laquelle tu t'attends, comment se fait-il que Vestiaire ait pu surgir dans cet environnement-là? Je sais que l'histoire est très savoureuse, mais peut-être qu'il est important de la redire. De toute façon, Vestiaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que tu rappelais très justement tout à l'heure, c'est-à-dire que on a arrêté de se dire que les gens ne pouvaient pas rire avec ça, qu'on pouvait montrer le handicap différemment. Mais juste le montrer et rire. Et ces personnages rient. Et ils rient d'eux-mêmes, ils rient de leur situation. Et surtout, ce qui était très important pour nous, c'est de montrer qu'en fait, ils ont les mêmes problématiques que tous. Mon personnage a des problèmes avec ses enfants. Orson a des personnages avec il a des complications avec les filles. Caro, elle oublie toujours tout, mais bon, on sent que dans le quotidien, elle a des problématiques qui peuvent arriver à n'importe quel être humain, tout simplement. Et du coup, les gens, après avoir passé le truc de l'handicap, se sont mis à s'identifier au personnage. Et moi, la plus belle phrase qu'on m'ait dite, c'est quelqu'un de la chaîne qui m'a dit un jour « Donnez-nous encore envie d'appartenir à votre club ». Alors comment c'est né? C'est né parce que moi, à l'époque, je venais du théâtre et ça marchait absolument pas parce que personne... à l'époque, on me disait, tu te rends compte, un mec handicapé sur une scène qui fait rire sur le handicap, c'est pas maintenant. Fabrice avait fait un court-métrage qui s'est arrêté à son niveau, c'est-à-dire qu'il a fait 2 ou 3 festivals et ça s'est arrêté là. Donc on s'est dit un jour, faisons une série qui parle du handicap et qui parle de ce qu'on vit parce qu'on est ça se voit plus aujourd'hui, mais on a été des grands athlètes, et qui parle du monde du handisport et de la natation. Et on a imaginé ce qui se passait dans ce vestiaire. Dans ce monde normé, cette série qui n'était pas normée a trouvé sa place. Ah bon, moi je mets pas de bonnet. T'as raison, je mets pas de bonnet. Ils sont trop serrés. Ils sont trop serrés. Ils font mal à la tête. Ils font mal à la tête. Ça laisse des marques. Ça laisse des marques. La couleur est moche. La couleur est moche. Bon, tu vas arrêter, oui. Mais arrêtez quoi? Arrête de répéter ce que je dis. Mais je répète pas ce que tu dis. Si, tu répètes ce que je dis. Non, je répète pas ce que tu dis. Bah là, tu répètes pas ce que je dis. Là oui, mais avant non. Mais si, avant aussi. Soyons clairs. C'est important. Moi, je mets pas de bonnet. Moi, je mets pas de bonnet. Qu'est-ce que vous foutez, les marsouins? On commence l'entraînement, là? On arrive, coach. Quand on a fait la série, on prenait comme exemple, on disait, ça se passe dans un vestiaire de handicapés, mais ça aurait pu très bien se passer dans l'univers des usines Peugeot, avec des monteurs à la chaîne. Ça aurait pu raconter ce quotidien-là. C'est la portée que ça a amené après. C'est parce qu'on a découvert, tu le sais bien, il n'y avait rien sur le handicap. De vrai, en tout cas, qui montrait des personnes handicapées dans le quotidien, mais qui n'étaient ni des super-héros, ni des gens qui se plaignaient. C'était une première. Et surtout qui amenait du rire à chaque épisode. Et là, il y avait ça. Il y avait l'identification. On montrait des handicapés, on se montre quand même en maillot. C'était compliqué physiquement pour certains, tu vois. Et nous, de nous assumer et les autres de regarder. C'était un truc quotidien qui bousculait beaucoup de choses. Par exemple, moi, j'ai grandi dans un univers que tu connais bien, à savoir les médias et tout, où finalement, on est, toi et moi, très peu présents, en définitive. Il y a très peu de handicap,
etc. Quand tu es jeune, que tu regardes la télé, c'est là où tu te construis un peu. Alors aujourd'hui, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux et tout. Mais avant, on se construisait avec ça et on ne se reconnaissait pas là-dedans. Donc on n'existait pas dans la société dans laquelle on vivait. Et cette idée de voir quelqu'un comme moi être invité, faire des livres, des BD, etc. Et voir Alex, voir Luc Rodriguez, par exemple, aussi faire du théâtre et tout. Ça peut peut-être ouvrir des voies qui avant étaient inimaginables. On observe souvent, quand on fréquente le milieu du handicap, à quel point les accidentés de la vie trouvent un emploi grâce à des accidents de la vie, quoi. Le sens de la vie change. On a vu des gens, effectivement, paradoxalement, être plus heureux après un accident qu'avant. C'est très étonnant. Parce qu'il y a ce truc qu'on a au fond qui s'appelle la survie, de vivre. Et peut-être... Nous, on a vu dans notre club handisport, on a vu arriver des gens qui étaient au 36e dessous parce qu'ils avaient été accidentés, parce qu'ils avaient perdu un membre, parce qu'un accident de voiture, etc. Et qu'on a vu d'un coup renaître et bouffer la vie, mais comme jamais, quoi. J'ai eu, c'est peut-être un peu indiscret, mais j'ai eu plusieurs fois cette sensation quand j'étais face à Philippe Croison, qui est l'un des personnages de la série. Comment dire, finalement, il est ce qu'il est presque grâce à son accident. C'est très cruel à dire. Moi, je lui fais dire, dans un des épisodes, je lui fais dire, finalement, je préfère avoir une vie d'handicapé extraordinaire qu'une vie de valide ordinaire. Parce que, et c'est ce que fait Théo aujourd'hui, pour qui il a été un exemple aussi. Théo Curens, pas de bras, pas de jambes, et Théo qui est jeune, donc... On peut se dire qu'avec quand on a l'âge de Philippe ou moi, on a une certaine réflexion sur un certain recul. Théo est jeune, il dit la vie que je mène aujourd'hui, c'est grâce à mon handicap. Et je n'ai pas envie de guérir aujourd'hui. Avec la vie que je mène, je n'ai pas envie de guérir. Est-ce qu'il y a certains handicaps qui sont plus sexy que d'autres? Malheureusement, oui. Oui, parce que tu vois, le handicap dont tu parles, dont je parle, c'est des handicaps qu'on peut montrer, tu vois, qui restent a priori gérables. Mais moi, de plus en plus, depuis quelques années, j'ai pris ce virage-là et je suis très heureux de m'impliquer dans le handicap beaucoup plus lourd, très très lourd, qu'on ne montre pas forcément. On sait que ça existe, mais c'est quelque part par là, on ne le voit pas, quoi. Et moi, j'y vais, je reviens toujours bouleversé, parce que c'est des moments de vie très très forts. Et quelque part, ça me renvoie à l'utilité de ce que je fais. Parlons justement de ce sujet. C'est très politiquement incorrect. Oui, il y a très peu de gens qui abordent ce sujet, franchement, parce que ça renvoie à beaucoup de tabous, y compris au sein du monde du handicap. Bien sûr, absolument. C'est très important ce que tu dis. Il y a une différence. C'est ça. Cette espèce, il y a des phénomènes de modes fluctuants, ces phénomènes de hiérarchie. On peut utiliser le terme. Dans les années 60, être schizophrène, c'était quasiment sexy, quoi. Aujourd'hui, de moins en moins de diagnostics de schizophrénie sont posés, quoi, parce que justement, on a cette image du tueur au couteau à minuit qui attend dans la rue, elle s'ouvre, quoi. Voilà. Donc maintenant, ce qui est devenu plus sexy, c'est l'autisme, à tel point que c'est très à la mode. Voilà, certains établissements médico-sociaux relabellisent leurs résidents autistes pour toucher des subventions. Mais de fait, il y a toujours l'immense majorité des handicaps qui sont dans l'ombre. Forcément, on zappe la plus grande partie. Mais dont ces handicaps un peu qu'on ne montre pas, qui ne sont pas très visibles ou qui sont, j'allais dire, invisibles alors qu'ils sont très, très visibles. Les gens qui sont impliqués là-dedans, c'est souvent des parents. Et c'est des gens qui font un combat, mais extraordinaire. Il n'y a pas longtemps, j'ai passé quelques jours à Grenoble avec ils inauguraient un local et tout avec des cérébraux lésés. Donc des gens qui avaient eu un accident, donc qui couraient, qui pétaient la forme et qui un jour ont un accident. Et les parents sont là pour créer des lieux. Et c'est bouleversant. Et en même temps, je me dis, si avec le peu de notoriété que j'ai, je peux aller là-bas, moi, mais le peu que je donne, le retour que j'ai, il est extraordinaire. Je reçois des marques. L'un des plus beaux taux de retour sur investissement, pour parler comme les financiers. Oui. Exactement, oui. Très bel investissement. Voilà, je suis très fier. Oui. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Et est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer une ou deux astuces, si possible simples, qu'on pourrait mettre en œuvre en politique, justement pour que l'univers du handicap
prennent en compte plus de handicaps et pas juste quelques profils à la mode du moment? Ben, la visibilité, il n'y a pas de secret, sur du long terme. Et pas tout avoir d'un coup, malheureusement, mais on est aujourd'hui, toi, moi, Philippe Croizon avant nous et tous les autres, dans l'histoire. Parce que c'est en train de basculer, parce qu'on est présent. L'idée, c'est d'être durablement dans cette histoire-là. Et pour être dans cette histoire-là, il faut être visible, il faut être dans les médias. Il n'y a pas de secret. Il faut que ça soit logique, que ça soit choquant pour personne de voir quelqu'un présenter la météo sans bras, comme en Angleterre, quelqu'un présenter les journaux télévisés ou n'importe quelle émission, ou un grand comédien sur fauteuil roulant, etc., etc. Quand on aura réussi ça, peut-être on pourra, nous, qui serons allés jusqu'à là, faire venir à nous et montrer d'autres handicaps. Et l'autre jour, j'assistais dans le public à l'une de tes présentations, l'un de tes dialogues, et j'avoue que pour moi, tu parlais le chinois parce que tu citais toutes sortes de personnes importantes dans l'univers de la télé, etc. Comment est-ce que ces gens-là réagissent et quelles sont les petites choses qu'il les faut changer d'avis? Les managers derrière eux, les impresarios, Les comme on disait impresarios, les naguère, agents, etc. voilà, oui. tout ça. Qu'est-ce qui les fait changer d'avis? Deux choses qui les font changer. La première, le rire. Et le fait que les gens qu'ils voient soient décomplexés parce qu'ils sont et par l'image qu'ils projettent. On est ailleurs. Ils se retrouvent face à des gens dont ils voient le handicap qui est omniprésent et les gens qui sont dans cet handicap-là pensent à tout sauf à cet handicap. Pour te donner un exemple, quand on a commencé la série Vestiaire, par exemple, le réalisateur, un des réals, ils étaient deux à l'époque, on est en saison 1, ils arrivent de l'univers du cinéma, de la télé, ils n'ont jamais vu le monde du handicap. Ils se retrouvent à réaliser une série où il y a des personnages handicapés. Et il y a un moment dans la journée, au bout de quelques jours de tournage, je vois passer un des réals avec une prothèse sur l'épaule. Il l'a posé comme ça, et puis il est allé faire deux ou trois trucs. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'on a créé. Cet homme, qui a priori n'avait aucun rapport avec le handicap, qui n'avait jamais rien vu, comment d'un coup, lui-même, il était en immersion totale et c'est devenu quelque chose de normal pour lui. Assez normal pour qu'il mette une prothèse là, comme s'il avait mis une serviette ou quoi, et ça ne le choque même plus. C'est ce que nous disent en tout cas tous ces gens qui viennent dans notre série. Toute cette partie du monde, finalement, qu'ils ne voyaient pas. Qui est un moment un peu Christophe Colomb, quoi. Oui, terre. Exactement, ouais, mettre le pied... c'est les Amériques, non, le continent handicapé. Voilà, c'est ça. Mais parlons peut-être des réactions des enfants. Dans les écoles ou même hors des écoles. Qu'est-ce que ça donne concrètement? C'est incroyable. Incroyable. Le nombre de parents qui nous disent, c'est nos enfants qui nous rappellent l'heure de la série. Je me souviens d'une anecdote où j'étais à Marseille, je marchais dans la rue comme ça, et puis je vois une femme qui vient vers moi, elle me dit « Monsieur, excusez-moi, je suis vraiment désolé de vous embêter. Mon fils n'arrête pas de me dire que vous jouez dans une série télé. Est-ce que vous pouvez lui dire que vous ne jouez pas dans une série télé ?» Et je regarde la dame, je dis « Mais madame, je joue dans une série télé, il a raison. » Alors elle me dit « Pardon ?» Et le garçon, il vient, il lui dit « Maman, je te l'ai dit, je joue dans Vestiaire. » Et elle me dit « Il peut faire une photo avec vous parce que, excusez-moi, moi je ne connais pas. » Et en fait, j'ai compris que les enfants aiment la série parce qu'on les a tellement gonflés avec cette idée, on leur a inculqué « Attention, le handicap, c'est sérieux, on ne se moque pas, c'est des gens qui souffrent. Donc on ne va pas leur rappeler à leur handicap, on ne les regarde pas dans la rue, ou alors si on les regarde, ce n'est pas avec insistance ni rien. » Que finalement, voir ces clowns, ce gars qui plonge et qui laisse sa prothèse, moi qui pars, ça va faire du ski dans la piscine et tout, c'est clownesque pour eux. Et du coup, ça leur parle et en plus, ça brave des sujets, c'est un peu dans l'interdit, tu vois, on ne se moque pas et pourtant eux se moquent. Et ça, je pense, ça leur plaît beaucoup. La réussite scolaire et humaine des cancres, entre guillemets, passe-t-elle par le handicap? Elle peut. Elle peut, ouais. Elle peut, parce que souvent, on identifie quelque chose. Oui, le film Hors Normes, c'est un peu ça, l'histoire de Hors Normes. Mais on pourrait, continuer sur cette lancée, imaginer toutes sortes de suites concrètes, même hors cinéma, stratégie d'inclusion pour les de plus en plus nombreuses personnes totalement exclues. Oui, ben, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est revenir à la place du village, revenir à l'humain. Oui. Tu vois qu'on a tendance un peu... Parce qu'on a l'impression qu'on a créé un truc, un modèle unique, alors on sait très bien que ce n'est pas possible, chaque cas est particulier. Oui.
Pour finir, peut-être 2 moments de vie autour d'un handicap que l'on n'aime pas trop, la trisomie 21. Oui. Voilà. Oui. Tout d'abord, un moment de vie, tu l'as brièvement mentionné, la météo, Miss Météo trisomique, c'est, nommons-la de son nom complet, Mélanie Ségard. Mélanie, absolument, oui. Voilà. Mélanie, et grâce à toi, grâce à Vestiaire, j'ai pu la rencontrer. Oui. Ouais, ton baiser, ils me font peur. Ouais, je te comprends. Mélanie a pour passion, rêve depuis presque toujours, je crois, de présenter la météo et s'intéresse à la météo, etc. Un jour, on a pu lui proposer ce rôle de Miss Météo. Elle a broyé à l'audimat toutes les autres Miss Météo, soyons concrets. Voilà. C'est extraordinaire. Dans la logique des médias, normalement, quand quelqu'un a un audimat extraordinaire, On le garde. On le garde. Là, on ne l'a pas gardé. Et j'avais discuté avec une haute responsable d'une certaine chaîne de télé, je ne cite personne. Je lui avais posé cette question très brutalement. Elle a commencé à réfléchir un peu et m'a dit « Eh, tu sais, mais en fait, Mélanie, elle a besoin d'aide pour trouver le studio, quoi. » Donc, comme si, j'allais dire, les grandes vedettes travaillaient toutes seules. Quoi. Ouais, ils viennent à pied, voilà, ils viennent à pied, voilà. ils font leur truc tout seuls. C'est ça, voilà. Bon, bref, passons. Mais là, moi, ce qui m'a bouleversé, c'est quand on est face à Mélanie, quand on écoute Mélanie, il y a quelque chose de bouleversant, elle ne sait pas ce que c'est que le mal, comme si c'était... Il y a quelque chose, je veux dire, on repart Oui. avec un seuil comme ça. Il y a beaucoup d'handicaps comme ça où on est un peu touché par la grâce, où le Voilà, mensonge c'est n'existe ça. pas, le mal C'est n'existe ça. pas, C'est ça. l'arrière-pensée n'existe pas. Oui. Et moi, Mélanie, les journalistes m'avaient appelé à l'époque en me disant « Ouais, France 2 l'expose comme ça, est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils se servent? C'est un peu le handicapé de service. » Moi, je dis « Ça ne me choque pas, au moins on la voit. » Tout le monde parle de trisomie, c'est quoi la trisomie? Ben voilà, c'est cette jeune fille, elle est trisomique. Et donc, c'est toujours pareil dans l'idée d'être visible. Et nous, on l'a reçue dans Vestiaire, elle a fait 2 saisons avec nous. Et pourtant, Vestiaire, théoriquement, c'est quand même un club, c'est censé ne parler que du handicap physique. Mais on l'a ouvert parce que, comme on disait tout à l'heure, cette idée que c'est devenu une vitrine pour toutes sortes de handicaps. Et on a voulu avoir Mélanie avec nous, elle a fait 2 saisons avec nous. Et étonnant, cet univers où il n'y a pas de mal. C'est très surprenant. C'est une île un peu en dehors de tout, où le mal n'existe pas. Oui. C'est bouleversant. Je suis d'accord avec toi. Tu pars avec... tu t'interroges sur beaucoup de choses. Très bien. Et tous les amis de la fête, du lieu, du partage, toutes ces notions que nous avons au moins entrevues, peut-être pas explorées, mais justement, ce sont ces petits moments de bonheur qui nous donnent à rêver, qui nous donnent peut-être un aperçu de ce que pourrait être le monde. Et c'est, je crois, le rôle de Vestiaire, c'est ton rôle à toi en particulier de donner ce petit aperçu, un peu cette fente. On parlait de l'enfance, vous voyez, parfois les enfants regardent entre les planches et ils voient un peu ce qui se passe. Donc peut-être que Vestiaire a un peu ce rôle-là de préfiguration, en tout cas on l'espère. C'était une joie, Ada, vraiment. C'était un plaisir de partager ce temps et c'était une joie donc d'être avec vous, chers amis, pour cette rencontre dans le cadre du projet Human Diversity. Merci beaucoup, Adam. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Il suffirait de presque rien